du fait que le roi en Égypte était choisi, lorsqu'on regarde les dernières dynasties, on a le sentiment qu'il y a le père, le fils, et que le fait d'être roi ou pharaon, ce qui n'est plus roi, Pharaon, se transmet le pharaon, par le ce sang. sont des termes grecs qui sont apparus en réalité au XVe siècle. Quand je dis grec, c'est pélagique, hein, c'est-à-dire le grec archaïque. C'est un jeu de mots, là encore, mais en réalité, à partir de la 18e dynastie, c'est la chute libre. Il n'y a plus de cohérence sociale parce qu'il n'y a plus de cohérence religieuse, etc. Donc c'est ça le problème. On ne peut pas comparer les Égyptes. L'ancienne Égypte, c'est l'ancienne Égypte parce qu'elle est traditionnelle. Elle s'attache au lien entre la création divine et l'individu qui en fait partie. Après, ce lien est rompu. Et c'était le travail de Pharaon justement de montrer qu'il y avait un lien, mais ça a été remplacé par le décorum, la pompe, hein, comme maintenant. Hmm. On ne travaillait plus, si je puis dire, sur autre chose que l'apparence. On avait perdu le cœur des choses. C'est ce que dit Schwaller de Lubitsch, qu'on a cité hors antenne et en antenne. Schwaller de Lubitsch a bien compris cela. Et il le voit parce que c'est exposé dans le dernier temple, littéralement, qui soit imprégné de cette tradition. C'est Karnak. Voilà. Il reste encore dans Karnak les éléments, les derniers éléments de quelque chose qui est en train de se momifier, c'est-à-dire la pensée traditionnelle. C'est pourquoi, lorsque on est venu me voir en disant venez travailler en Atlantis, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Chevaler de Lubitsch non plus, il faut dire. En fait, tu dis que je suis instruit, mais non. C'est que j'ai suivi très longtemps le chemin que mon intuition m'a offert. À 15 ans, j'ai pas dit je vais suivre l'idée d'un autre ou la mienne, même pas. Je me dis ça m'intéresse, je continue. Voilà. Donc il y a une différence fondamentale entre la vie traditionnelle et la vie profane. On dit sacré parce que sacré, ça veut dire retranché, à part. Voilà. Donc, je vais dire une chose pour que ce soit très facile à comprendre. Lorsqu'il y a une vie de couple, dans un couple, on n'invite pas les enfants dans les orgies nocturnes, hein, que je sache. Ce sont des choses séparées et fondamentalement indispensables à la vie de ce couple et à la vie avec les enfants. Donc on ne mélange pas tout. C'est pas parce qu'on trouve que la strychnine ça a un bel aspect violet qu'on va en mettre dans les pâtes pour qu'on ait. C'est comme ça. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On a une vie traditionnelle, ça veut dire au contact de la nature, des rythmes de la nature, des raisons que la nature met en œuvre pour se réaliser elle-même, et ainsi de suite. Donc un individu qui se voit comme un objet dans une société, il n'a plus aucune chance. C'est ça, et je pense que les auditeurs le savent intuitivement s'ils ne l'expliquent pas de la même manière, mais ils le savent. Eux, dans eux-mêmes, il y a quelque chose qui crie au secours. Ils disent, je ne suis pas un objet, je suis identique à tout le monde et en même temps je suis différent. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ce paradoxe qui est constitutif des êtres? La polarité, celle dont parle la tradition, elle est là. C'est pour ça qu'il y avait une haute et basse Égypte. L'Égypte de la luxuriante végétation du delta et celle de la sécheresse absolue du désert. Et au milieu, il y avait le Nil qui était le point de... Voilà. Et Gizeh, ça veut dire frontière entre ces deux-là. Ça veut dire lien où se rencontrent les opposés. Voilà. C'est ainsi que les choses sont faites. Donc, si j'entends tes propos, le pharaon, dans les dynasties décadentes, les dernières, Hein. se transmettait non pas parce qu'il avait été choisi par des prêtres sacerdotales, mais il était justement parce que c'était décadent, il fallait faire en sorte que le fils, donc la lignée sanguine, puisse reprendre le flambeau. Et donc, Il y avait des raisons beaucoup plus difficiles à saisir. C'est qu'en réalité, à l'origine de presque toutes les dynasties régnantes sur la planète, il y a des ancêtres célestes. Il suffit de lire les textes pour voir que je ne dis pas n'importe quoi, je ne suis pas en train d'abuser l'auditeur ni quoi que ce soit. Pratiquement partout, que ce soit au Japon, en Afrique, en Asie, quel que soit l'endroit, en Mésoamérique, en Amérique du Nord, regardez par exemple la figuration de l'esprit chez les Indiens d'Amérique du Nord. Cette espèce de grande couronne de plumes, c'est la même représentation que les Égyptiens. Les Égyptiens, ils avaient Maat avec une plume sur la tête qui représente l'esprit. Et la plume, c'est léger et c'est céleste, parce que c'est aérien, c'est l'oiseau, qui était l'emblème déjà de l'Égypte, parce que l'Égypte représentait l'esprit grâce au gypaète qui avait trois couleurs, les trois couleurs qu'on trouve dans l'écriture des Égyptiens, blanc, noir, rouge, et ainsi de suite. Donc ces choses-là, qui ne sont plus comprises parce que
Je dis dans mes livrets, parce que j'édite des livrets à travers l'association, le problème de l'ancienne Égypte, que tout le monde regarde, presque partout, les gens cultivés et qui manifestent une curiosité pour le monde ancien, regardent l'Égypte avec attention et ils voient les réalisations des anciens Égyptiens, les réalisations matérielles, et ils ne supposent pas que derrière, il y a une spiritualité intense. Comment on fait des trucs comme ça et on ne laisse pas de signature? Ça, c'est un mystère de nos jours. Le moindre crétin veut signer n'importe quoi, une chanson où il y a 60 mots dedans, et qui ne veut rien dire. Voilà. Je donne un exemple. On n'a pas pu aller en Chine sur le territoire à proprement parler des pyramides. Il y en a une centaine. Il y a plus que ça, plusieurs centaines. Ah oui. Mais il y en a une qui passe pour faire 750 mètres de long sur 650 mètres de large et 300 mètres de haut. Tiens, le sommet, c'est un double carré. C'est quand même bizarre, ça. C'est quand même bizarre. C'est la même chose que la surface de la chambre haute dans la Grande Pyramide. C'est la même géométrie, la même pensée. Donc là, on est vraiment dans le problème qui se pose réellement. Pourquoi des gens qui sont si éloignés, il y a 7500 km entre les deux sites, pourquoi ils font les mêmes choses, qu'ils représentent la même chose? On va dire, mais oui, parce que dans leur philosophie, leur religion, la montagne désigne la divinité. Ben, c'est exactement ça, sauf que c'est mal dit. En effet, la pyramide, elle pointe sur le ciel, mais elle a quand même 4 attaches au sol. Et ce qu'il faut savoir lire, c'est qu'elle a 5 angles dièdres, les 4 au sol et celui au sommet. Ça veut dire que 5, c'est la moitié du nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, hop, évacué. Pourtant, c'est ça le référent général. Parce que dans mon langage, le nombre, c'est l'invariant qu'on trouve partout. C'est ce qui permet de discuter d'une science à une autre. Si je devais discuter de physique et de chimie avec un biologiste dans l'état d'esprit des anciens bâtisseurs, et non pas seulement des Égyptiens, j'utiliserais des ponts sémantiques simplement analogiques parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. L'unité des sciences se fait par l'analogie, il n'y a rien à dire à cela. C'est le point de la sémantique. Je vais donner, pour ceux que ça intéresserait, la formulation que je donne qui permet de tout décrypter. C'est comme en musique, il y a 3 formes qui permettent de transposer, et ces 3 formes sont toujours les mêmes. Et il faut les connaître parce que c'est l'ossature même de la langue. Et tout à l'heure, c'est Gigi qui a parlé avec moi de linguistique, et Gigi disait oui, mais c'est compliqué. Ben non, en réalité, si on suit le chemin dans le sens inverse, on va vers l'extrême simplicité, le principe. On trouve dans Confucius cette phrase étonnante: ne recherche que 2 choses, les principes et les méthodes. Et à la fin de l'ouvrage, hein, tout le monde ou presque le connaît qui a lu la philosophie chinoise, c'est un formaliste quand même, eh bien, il dit en résumé, recherche le principe, les méthodes et le principe des méthodes. Et c'est lui qui a raison, c'est le principe des méthodes qu'il faut rechercher dans tous les domaines. Le principe de la méthode de construction de la Grande Pyramide est-il appliqué ici à tel endroit, à tel et pour quelle raison, et on procède par séparation. Ça n'est pas possible, on vire, il reste que ce qui est possible. Voilà ce qui me permet, moi, d'aller assez vite et assez sûrement. C'est pas, comment dire, à mon avis, il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour avoir une méthode aussi simple. Voilà. Je pense que tout le monde fait comme ça. Comment on fait pour sélectionner, par exemple, chez les poussins, ceux qui vont faire des œufs, ceux qui vont pas faire? Quelqu'un qui connaît ça, qui regarde, qui met voilà. C'est pas une intelligence, c'est un savoir-faire. C'est quelque chose qui naît de la confrontation permanente avec le réel. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est ce que dit Platon. Il dit, Platon, la science dont je parle, ça n'est pas une science qui s'apprend de manière linéaire, mais au contact répété avec elle-même. C'est exactement ce que je fais, tous les jours un petit peu, enfin quand je peux, hein, parce que j'ai pas que ça à faire, hélas. Il faut que je gagne ma vie, on est dans des situations difficiles à cause de la situation centrale, je ne vais pas en parler, je ne veux pas réveiller, comment dire. Et donc, si je n'avais que cela à faire, si par exemple, sait-on jamais, quelqu'un, un mécène disait, bon, je vais encourager ce type, je vais faire paraître ses bouquins, je vais lui donner les moyens d'aller sur place, etc. Peut-être qu'on accélérerait le mouvement et qu'on serait, voilà. Bill Gates fait un effort. Oui. Tu peux sauver l'humanité, tu as déjà fait un pont, comme ton nom l'indique, entre le futur et le présent, grâce à l'informatique. Ça, moi, je trouve admirable ça. L'informatique, c'est un outil extraordinaire, c'est un prolongement de la cervelle. Encore, ne faut-il pas s'en servir que dans le monde de l'armée et tout ça, hein. Ou du monde pire que l'armée, le monde bancaire. Tiens, je vais dire un mot là-dessus. Dans ma terminologie, on a fait des guerres chaudes, les 2 grandes guerres mondiales, et il y a une grande guerre mondiale qui est faite depuis la Première Guerre mondiale,
Ce que j'appelle, moi, c'est pas la guerre froide comme après la Deuxième Guerre mondiale, mais la guerre tiède. C'est une guerre économique qui ne dit pas son nom, qui est aussi fourbe, aussi dévastatrice. Voilà, j'ai terminé. C'est une pyramide là aussi. Il y a des gens qui dirigent et les autres qui exécutent. Mais je dis très clairement, il faut savoir aussi cette chose que les anciens savaient, il y a une âme du monde. Patrice, qui a vécu en Égypte avec moi un certain temps, il sait que ça marche, on peut communiquer avec cette âme du monde. La première source de la sagesse, c'est celle-là. L'intuition guide vers le contact avec l'âme du monde qui après instruit la personne. Elle l'instruit tellement bien qu'au bout d'un moment, le lien est tellement fidèle que c'est l'âme du monde qui parle à travers l'individu. C'est à ce moment-là, on dit, mais ce type, c'est un prophète. Non, ce type-là, c'est un canal. Il y en a qui ont appelé ça un canal, un médium, etc. Il faut éviter comment dire, le faux. Il y a du vrai. Et le vrai, on l'entend au fond du cœur. C'est pas la tête qui perçoit. C'est qu'il y a quelque chose qui dit, ça, c'est vrai. Et on ne peut pas le contrefaire, ce vrai-là. La personne qui parle et qui dit le vrai, elle ne peut pas parler pour elle-même. Elle ne peut pas parler d'elle-même. Ça n'a aucun sens. Elle parle parce qu'elle est partie de la totalité, elle est partie prenante du destin humain, et sa responsabilité est pleine et entière comme n'importe quel être. Or, l'élite oublie cela. L'élite qui pense qu'elle est au-dessus de la masse, elle va se rétamer comme la masse. On va rire parce qu'on le sait très bien, l'histoire le montre. Quand il y a des choses comme ça, c'est pas une élite qui reprend, c'est seulement les gens qui ont pu conserver le savoir traditionnel. Voilà. C'est pour ça que dans ma nouvelle Atlantide, je reprends ce que dit Francis Bacon, et beaucoup l'ont dit. Pourquoi étudier le passé? Ça, c'est Isaac Newton qui dit ça. Parce que c'est le moment le plus près de la création. Pourquoi étudier les langues anciennes? Parce que ces langues sont au plus près de la pensée traditionnelle et ancienne. Ces langues-là véhiculent encore la pensée des anciens. C'est pour ça que ça a un intérêt de se préoccuper du passé. Ce que je remarque du point de vue social, c'est qu'un enfant qui n'a pas eu contact avec ses grands-parents, il n'a pas de lien avec le passé. Et il est désorienté, il ne sait pas qu'il a un avant, que les gens vivaient comme ça, ils avaient ces sentiments-là. Il est totalement à côté de la plaque. Alors, en cassant la famille et son suivi justement de génération en génération, on fait des accidents dont on n'a même pas conscience. Voilà. Les déracinés ici et là, ils mènent leur déracinement jusque dans leurs manifestations culturelles, sociales, et ils sont capables d'empester les autres comme ça. Malheureusement, parce que rien n'est fait pour accueillir l'autre. Là, on parle de racisme, on parle d'anti-machin, de pro-truc, on est dans le délire complet, là. Il y a la chose minima, le respect qui voudrait... Je vais parler pour les francs-maçons, là. Il y a deux colonnes maçonniques, il y a le respect et la confiance. Ça, la vie sociale sans ça, ça ne marche pas. Dès que ça s'enlève, on est obligé de faire appel à la police et à la justice. Mais ça ne fonctionne pas mieux, parce que là, l'expression de la force sans justice, ça n'a pas de sens, et l'expression de la justice sans la force, ça n'a pas de sens. Ce que je dis est vrai. Il y a aucun, on ne peut pas raisonner contre ce que je viens de dire. C'est le b.a.-ba, mais ça a été oublié. Et bien, ça, c'était... Saint Louis l'a fait. Il a dit, il faudra tuer les gens qui tuent les autres, parce que on a la responsabilité en tant que souverain d'appliquer l'ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre, c'est la marque divine. Ce que je constate, c'est que les élites se font, avoir sur des choses d'une extrême simplicité. Ils disent, à leur manière, ils imposent l'unification de l'espèce humaine sur la planète. Mais ils confondent unifier et uniformiser. Grave mécompte, catastrophe sociale, catastrophe intellectuelle, catastrophe culturelle et humaine. Voilà. Et je dis, ça, c'est un délire. Et ce qu'il est bon de faire connaître, c'est ce genre de remarques. Il faut cesser de vouloir mélanger tout le monde à n'importe quel prix. Il faut cesser d'avoir des concepts délirants qui ne sont pas testables. Or, la nature donne les tests. Elle a produit une quantité, une variété invraisemblable. Moi, par exemple, si tu m'avais invité pour casser le darwinisme, c'est fait en 3 coups de cuillère à peau parce que je montrerai là où ça ne peut pas marcher. Je dirais, résolvez ce problème, on continue la discussion. Mais il y a impossible. Il y a des choses qui sont radicalement impossibles. Donc il faut arrêter de dire le darwinisme, c'est autre chose qu'une idéologie, ça n'est même pas une théorie, ça ne tient pas debout. Il n'y a rien. Que ce soit créationniste, darwiniste, ça ne tient pas. On laisse tomber, on attend quand on sera moins obscur là-dedans. Voilà. En fait, c'est parce qu'il y a des forces qu'on ne veut pas considérer et qui sont pourtant d'une... Je vais donner un exemple là. Bref, j'espère qu'il y en a qui sont réveillés. Et tu vas voir qu'il y a une intelligence du monde en action et qu'on ne voit pas et qu'on ne considère pas. Et pourtant, un enfant de 7 ans va comprendre ce que je vais dire.
Tu vois les minéraux, tu ne sais pas comment ils se reproduisent, s'ils mangent ou non. Mais fatalement, puisqu'ils augmentent leur masse d'une manière ou d'une autre, qu'ils sortent de terre, etc., eh bien les anciens disent, et notamment ceux qu'on traite par le ridicule, les alchimistes, ils disent les minéraux, leur sexe et leur bouche se trouvent partout dans la masse. Ce sont des masses radiantes, c'est-à-dire ça rayonne. Quelqu'un qui connaît la radiothérapie minérale, il sait ça par l'expérience. Mais le minéralogiste, lui, s'en tape, parce que ce n'est pas son domaine de travail. Mais la réalité, c'est qu'en effet, le sexe et la bouche des minéraux est partout dans la masse, et ça se reproduit par contact, par l'eau notamment. Peu importe. Après, on voit la plante, c'est-à-dire on passe du monde minéral au monde végétal. La plante, elle mange par en bas et son sexe est en haut, puisque la fleur, c'est son sexe. Quand on mange, nous, de la vanille, c'est le sexe de la vanille, du vanillé. Donc, on voit qu'on est passé d'un monde étoilé, radiant, à un monde longiligne, qui est l'indice chez les anciens d'une action. Tout ce qui est quelque chose en forme de boule, ça produit. La tête, ça produit de la pensée, l'estomac, ça produit de la vie. Les bouboules des messieurs, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le scabreux, c'est simplement pour rire un petit peu, parce que je te vois fatigué. Et non, mais ce qui est dynamique, c'est le bras, voilà, c'est long. Mais on regarde la paume de la main, c'est un cercle où pratiquement tu coupes le bras. Je ne vais pas le faire, hein. Tu vois un cercle. Pour eux, les formes de base sont les indicatrices des fonctions. Ils disent une étoile, c'est une boule, donc ça produit, pas de problème. Un rayon, une onde, c'est quelque chose qui amène une information, donc c'est actif. Ça, c'est leur manière de voir. Je continue. On passe à la plante. La plante, elle mange par en bas, elle se reproduit par le haut. On passe à l'insecte ou à l'animal. Hop là. Sa bouche est là et son sexe est dans le même plan horizontal. Que ce soit le cafard, que ce soit l'ours blanc, c'est la même chose. Et après, le retournement est complet puisqu'on a l'homme qui mange en haut et son sexe est en bas. Donc on a en effet un mouvement que personne n'a vu, mais que une fois que tu as décrit, tu ne peux pas l'oublier. C'est ça la chose. Or ça, c'est la marque d'une intelligence qui est totalement étrangère à l'homme, à la nature telle qu'on l'aperçoit. C'est un mouvement dont tu prends conscience dès lors que tu n'as pas ton esprit occupé par n'importe quelle chose de l'université, le bouquin de trucs et machin. Et c'est ça le contact vrai et religieux avec la nature. C'est ça. C'est dès lors que tu es tellement rempli de la nature que tu la vois telle qu'elle est. Et pas avec la théorie de machin, de trucs. Maintenant, les étudiants, ils ont des théories à apprendre en quantité, mais la manière de voir le vrai, ils ne l'ont pas. Et ça, le monde paysan, il avait ça. C'est pourquoi le monde paysan a produit des merveilles. On doit au monde paysan de manger tous les jours quand même, et des choses variées. Regarde le travail. Le pain, c'est une merveille. Le vin, c'est une merveille. Le fromage, c'est une merveille. Mais tout le monde se fiche de la gueule des Français dans le monde entier, parce qu'on le voit avec un béret, qui lui n'est pas une merveille, mais du pain, du vin et du fromage, ouf, j'ai échappé à la publicité gratuite, c'est quand même merveilleux. Voilà, donc ces choses-là, il faut les considérer telles qu'elles sont, des merveilles de simplicité, d'ingéniosité et de civilisation. Tu vires le vin, le pain, le fromage, c'est le désert. C'est comme la musique, ça sert à rien, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà. Et la musique, c'est quoi? C'est 12 notes. Hop, et tu fais ce que tu veux avec, et si le résultat plaît, tu es dans le monde musical. S'il plaît pas, poubelle. T'as pas le choix, c'est la loi. Voilà. Rythme ternaire, rythme binaire, rythme déhanché, voilà. Nous, par exemple, quand on fait de la musique, on fait du 5-8, c'est-à-dire une cadence très subtile. Et on ne trouve ces cadences-là que dans la musique andine d'arriéré. Culturellement, on va te dire, attendez, les paysans dans les Andes, ça, ils savent rien. Voilà. Mais ils te font quand même de la musique super fine, très très polie et très expressive. Et ces gens-là, avec la musique, ils ont une relation que personne presque à part eux n'a avec la nature. Il ne faut pas oublier qu'ils sont sur l'altiplano, c'est-à-dire entre 2300 et 3300 mètres, et que là, quand tu souffles dans des flûtes de pan rythmiquement, eh ben, ta tête, elle prend de l'oxygène et elle est dans les deux mondes. Voilà, c'est ça. Il y a des tas de trucs comme ça qu'on ne voit pas. Un ethnologue ne voit pas ça. Il parle des gens sans connaître l'effet de la musique. S'il connaissait ça, il dirait « Je comprends pourquoi ces gens se tuent la santé à faire ça, parce que c'est une ivresse rythmée et musicale. Et là, on est vraiment dans le monde des dieux. Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas besoin de te calmer, ça se vient tout seul. » Voilà. Donc ces choses-là, il faut apprendre à les voir. Et pour cela, il faut revenir vers ce qui nous fait le plus défaut dans l'époque moderne. Et là, c'est pour répondre pleinement à ta question. Comment faire? Il faut prendre comme référence la nature et elle seule. Les délires humains, on a assez vu ce que cela donne. On est capable de s'auto-détruire, que ce soit bactériologiquement, chimiquement.
et militairement. Voilà. Oui, mais est-ce que cela ne demande pas d'observer la nature, donc déjà d'avoir ce fameux temps que notre société... Non, non, pardonne-moi. Je vais revenir sur la définition. Si tu ne te modifies pas toi-même d'abord, tu pourras jamais modifier la société. Nous sommes d'accord. Je pense que toutes les sagesses du monde ont déjà énoncé cette chose-là. Elle est oubliée parce qu'elle est masquée par de la fausse culture. Le problème est celui-là, la fausse culture. C'est-à-dire la culture médiatique permanente. Un jour succède à l'autre, mais il est différent. Ah bon? Tu respires pas de la même manière mercredi que mardi? Ton sang ne circule. Ben, c'est ça la vraie culture. C'est de quoi est-on constitué, pourquoi ça fonctionne bien. Et c'est pareil. On se nourrit spirituellement, culturellement, de la même manière qu'on se nourrit corporellement. Il y a des choses qui sont insupportables spirituellement. Regarde le combat entre les religions. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On n'est pas tous semblables. Et n'a-t-on pas, nous, et c'est une forme de la réponse, on n'est pas tous plus ressemblants que différents? Cela, puisque tu l'expliques, c'est une chose, mais s'il y a urgence, je vais pas, entre guillemets, C'est apprendre... plus la politique, c'est la méthodologie. D'accord. Alors, la méthodologie... La méthodologie, Attends, elle juste pour existe. finir Hein. ma question, Jacques. Ce que je veux te dire, c'est que s'il y a urgence, la méthodologie, on parle peut-être de réincarnation ou pas, mais que cette connaissance de soi pour connaître l'univers et les dieux, cela demande alors soit du temps, soit une méthodologie hyper rapide. C'est la méthodologie qui permet d'assurer l'action et de la rendre brève. Si tu as une bonne méthode d'apprentissage d'une langue, si tu la transposes dans une autre langue et que ça marche, tu te dis c'est un bon processus, je vais le garder. On juge une méthodologie selon l'efficacité et la sécurité qu'elle apporte. Tout à fait. Ces choses-là, elles existent. Il y a, par exemple, dans le gouvernement français, des cellules spécialement élaborées, des cellules de réflexion et d'action spécialement élaborées. Moi, à 13 ans, j'étais, chef d'équipe de secouriste à 13 ans. Tu vois la responsabilité, avec des pompiers et des médecins même sous mes ordres, c'est te dire maintenant ça a beaucoup changé. C'est d'abord le médecin, ensuite le pompier. C'est un délire ça, mais peu importe. Parce que la notion d'ordre comme ça, intuitif, tout le monde ne l'a pas. On peut faire 10 ans d'études et être un redoutable massacreur de cadavres, et parce que la médecine, c'est quelque chose qui est spontané. C'est comme le dessin et la musique. On le possède ou on ne le possède pas. Tout le monde ne possède pas ces choses-là. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la méthode, c'est ce qui nous reste quand toute autre chose a été épuisée. Je vais prendre les méthodes de pêche. Elles n'ont jamais été améliorées. Jamais. Absolument pas. On ne peut pas faire autre chose que suivre la manière dont se comporte le poisson. Les menaces, elles sont pareilles, elles ont un comportement spécifique. Quand tu es à côté d'un volcan, tu vas redouter les coulées, machin, la projection de machin, les gaz, le machin, le truc, le tremblement de terre. Tout ça, c'est déjà mis en petite boîte et on sait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quand et quelle intensité. Donc, c'est l'amplitude, le moment. De la menace et le moment. Voilà, c'est ça. Donc, ces choses-là, on peut les réfléchir. Maintenant, j'ai dit, attention, il y a une menace. J'ai donné le caractère d'amplitude et j'ai dit, il y a des méthodes. Il faut que vous les cherchiez chacun pour soi dans son pays, dans son contexte social. Mais j'ai déjà élaboré le sauvetage. Mais je le donnerai que si ça en vaut la peine. Parce que ce que je veux pas, c'est qu'on dise « ouais, c'est n'importe quoi » et qu'on n'explique pas pourquoi c'est n'importe quoi. Tous les cornichons qui s'expriment sur Internet qui disent « c'est n'importe quoi », il faut arrêter cela et dire en quoi c'est n'importe quoi. Là, c'est être authentique, c'est être honnête, c'est être culturellement digne d'attention. Sinon, voilà. Moi, j'adore recevoir ces gens-là parce que quelquefois ils m'attaquent alors que je n'ai pas été autrement que courtois et je réponds, moi, à la tronçonneuse. Pas de problème, je découpe dans le vif, on passe au suivant parce qu'on ne va pas perdre du temps avec ce genre d'individu qui ne veut pas comprendre. Rien n'est pire que quelqu'un qui veut être sourd, qui veut être aveugle. On ne va pas discuter là-dessus. Il veut parler et il échange des idées, des informations, il fait des comparaisons, pas de problème. Mais s'il est déloyal, j'ai appris à l'être aussi, c'est-à-dire je me sers de son arme et on voit qui... Hein. Donc moi, mon propos, c'est de faire plusieurs films. J'ai pensé, grâce à Vesna, ma femme, que j'avais juste le temps de faire les films utiles, nécessaires, pour que ça suscite une unification, mais avec toutes les disparités du peuple humain, toutes les disparités complémentaires, parce qu'en réalité, regardez le comportement des Japonais, Fukushima, voilà, ce sont des gens qui ont gardé un calme, une sérénité, une dignité extraordinaire, ils ne se plaignent pas.
ils ne se donnent pas en exemple, ils ne se victimisent pas. C'est comme s'ils étaient résignés, mais ils ne le sont même pas. C'est des gens qui sont, pour moi, dans ce type de situation, le modèle humain à prendre en considération. Voilà comment devrait être l'humain. C'est des gens qui reçoivent des leçons de démocratie des États-Unis qui leur ont fichu quand même 2 bombes atomiques sur la figure. Comme tout le reste de la planète, on prend des leçons de démocratie de gens qui ont anéanti la race des peaux-rouges, qui ont anéanti les bisons, et qui se prennent des ouragans sur la figure parce qu'ils ont anéanti les arbres de leur continent. C'est ça le problème. Et pourquoi? Parce que ces gens-là ont un pouvoir économique qu'ils imposent comme étant la règle. Et depuis quand la vérité se trouve-t-elle dans le pouvoir économique? Elle n'a jamais été là. Elle ne peut pas. Ce qui est la vérité, c'est ce qui nourrit le cœur des hommes. Aux États-Unis, certes, il y a la richesse, mais elle est gardée par quelques-uns. Or, ce que tu disais pour la pyramide, c'est ça le problème. On a beaucoup de pouvoir, non parce qu'on est un personnage instruit et responsable, mais parce qu'on a beaucoup d'argent. Voilà. Et est-ce qu'on peut raisonnablement ne pas rire de cette stupidité profonde et ne pas combattre éventuellement? Voilà. Je pense que le meilleur combat qu'on puisse avoir, parce que tout autant ils peuvent paraître mes ennemis, mais je les respecte. Eux, ils sont libres de ne pas me respecter. Mais il faut se rappeler quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas été respectés, qui ont fait leur vie en sacrifice, et qui 2000 ans après, ça marche encore leur affaire. Ils sont même pas là. C'est pour dire, d'une certaine manière imagée, on est dans la même situation que celle que décrit Solon à Platon et qu'il a reçu des prêtres d'Égypte. Les prêtres d'Égypte, ils ont dit à Solon, mais vous les Grecs, vous êtes tout récents, vous n'avez pas d'ancienneté, vous n'avez pas connu les âges anciens, vous ne savez pas que vous avez des cataclysmes qui vont vous tomber sur la figure. À chaque fois que vous en avez un, vous recommencez à zéro. C'est ce qu'on appelle le mythe de Sisyphe. On recommence toujours la même chose. Or, le problème qui se pose, c'est que actuellement, la plus grave des menaces n'est pas une menace économique, politique, c'est un mensonge que personne ne voit. On trafique l'histoire. Or, si on trafique l'histoire, on intervient directement dans les racines humaines, celles qu'on ne voit pas mais qui nous supportent en tant qu'entité terrestre. Voilà. Et c'est pourquoi des tas de gens sont rassurés par ce film. Je les comprends. Ils se disent, ce que j'avais senti, c'est cohérent. Ben bien sûr, puisqu'ils perçoivent des tas de choses, ils perçoivent qu'il y a une cohérence d'ensemble, mais ils ne savent pas où c'est. C'est normal, parce que ça, c'est la définition de l'art. Tu prends la Joconde, tu dis, que c'est que ce truc? Mais il faut savoir, c'est la première peinture à l'huile sur bois, et que le sourire est indéfinissable. Tu prends, je te dis très clairement, prends un stylo et écris ce qu'est ce sourire, et là tu verras à quel point c'est difficile de transposer d'un art dans l'autre. Ça, c'est la force de Léonard de 26, comme on disait avec Patrice tout à l'heure. Pour blaguer, Léonard de 26, parce que 26, c'est le nombre de Dieu dans le tétragramme. Et c'est divin ce qu'il dit. C'est pourquoi il montre toujours le ciel dans ses peintures, pratiquement. Donc ça, c'est un homme qui a transmis l'hermétisme à sa manière. En réalité, quand on dit Mona Lisa, il dit monos lithos, la pierre unique, parce que c'est la pierre dont parle le Christ, sur laquelle tout le monde achoppe, etc. Enfin bon, c'est une forme pyramidale, c'est une pierre. La pyramide, si on la retourne, c'est la pierre de fête, la pierre qui permet de mettre tout en équilibre. C'est des choses comme ça qui sont le langage des anciens. Je reviens à ce que je disais. Le fait est, c'est que dans ces films, je vais instiller petit à petit, comme je l'ai fait pour le premier, des éléments qui assuraient aux anciens l'équilibre de leur civilisation, quoi qu'il se passe. Et la chose la plus inconnue des historiens, c'est que, à force de tripoter l'histoire, elle perd de la cohérence d'un individu à l'autre. Vous demandez à un Français quelles sont les dynasties qui se sont succédées en France, il n'y en a même pas 1 sur 100 qui le saura. Et pourtant, on a en moyenne 12 à 13 ans d'études obligatoires. Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. L'instruction n'est pas faite. Et je vais vous dire pourquoi ça n'est pas fait. À une époque, l'instruction publique existait. Mais maintenant, c'est l'éducation nationale. On remplace l'instruction, qui est à dire quelque chose qu'on met dans quelque chose, par un contenant, l'éducation. Mais l'éducation, c'est le travail des familles. Si on retire aux familles la responsabilité de l'éducation, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des voyous partout, des gens qui ne sont pas sociablement intégrables. On n'a pas une intégration, on a une désintégration de structures qui existaient à cause de cela. Donc il faut bien être clair. Les mots instruction publique sont tellement supérieurs à l'éducation nationale qu'un jour ou l'autre, il va falloir y revenir. Parce que quand on dit que national, ça veut dire que les étrangers ne sont pas inclus. Il suffit d'entrer dans une école pour savoir que certaines, c'est 80% d'étrangers. Il faut bien qu'on instruise
toutes les personnes que l'on reçoit sur les territoires et que pour cela, il y a des méthodes à observer. C'est pas faire des grands discours qui va résoudre le problème. C'est pas ça. C'est pas passer à la télé ou faire des phrases qui sonnent bien. Le problème est douloureux. Voilà. Parce qu'il y a des gamins qui, eux, ont des facilités pour apprendre, mais comme on veut que tout le monde soit semblable, bah toi tu seras raboté, etc. Et toi tu seras élevé alors que tu es dans le fin fond. Donc ça c'est une erreur sémantique profonde que personne n'observe, que personne ne met en évidence. Et pour ça on vit dans cette espèce de cette petite cage ronde dans laquelle on fait courir les hamsters. On court mais on n'avance pas.